Affaires sensibles à la fiction, aujourd'hui 4e et dernier épisode d'une série inspirée d'une histoire vraie, Mauvaise graine, écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Ossire, coordination Christophe Barrère. Mauvaise graine, cette série révèle les mensonges, les menaces et les silences que l'industrie agroalimentaire impose à tous ceux qui cherchent et veulent savoir quelle est la situation réelle de l'agriculture française au-delà de l'intox classique des lobbies au service de l'agriculture intensive ou de la radicalité écologiste. Mais qui pourrait contester que les engrais chimiques, le danger du glyphosate et bien sûr le réchauffement climatique ne donnent pas à cette agriculture irraisonnée une logique destructrice et dangereuse? Dans cette série, nous avons pris le chemin de la Bretagne pour une immersion dans des exploitations agricoles et des enquêtes menées par une journaliste opiniâtre, Inès Léraud, qui choisissait de s'installer dans la région pour quelques semaines en 2015 et qui n'en est jamais vraiment repartie. Peu à peu, elle a levé le voile sur les pratiques du secteur agro-industriel. Des pratiques qui usent, qui abîment les agriculteurs et les salariés, tout comme la terre. Des paysages rongés par les algues en bord de mer, les ouvriers agricoles devenus allergiques aux moindres produits chimiques à cause des pesticides, les suicides chez les agriculteurs, autant de marqueurs d'un profond malaise. Mais ils sont de plus en plus nombreux, exploitants comme simples consommateurs, à vouloir briser le mur de silence par la voie judiciaire, et pas seulement en Bretagne, évidemment qu'il n'est pas la seule région à souffrir de ces graves problèmes. Notre invité aujourd'hui, Pierre Thomas, éleveur de bovins et producteur de céréales bio dans l'Allier, président du MODEF, syndicat agricole, mouvement de défense des exploitants familiaux. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mauvaise graine, une série de François Perrache, librement inspirée des enquêtes d'Inès Léraud. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Cédric Ossire. 4e épisode, selon que vous serez puissant ou misérable. Elle n'est pas la seule et elle ne sera, hélas, sans doute pas la dernière, tant le sujet est inflammable. La journaliste bretonne Morgane Large, qui enquête sur l'industrie agroalimentaire, a été victime d'actes de malveillance. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Saint-Brieuc. On a voulu la rencontrer avec Célia Mebroukine. On est donc allé en Bretagne. Ça a d'abord été verbal, mais les messages étaient déjà assez menaçants, du genre faudra pas vous étonner quand on viendra chez des gens comme vous, on va venir chez toi, en gros, hein. Alors ensuite, oui, les portes de la radio ont été forcées. Ma chienne a été intoxiquée, mes bêtes lâchées dans la nature. Et voilà, il y a quelques jours, je découvre qu'il manque des boulons à ma voiture. J'ai appelé mon garagiste, je lui ai dit, je crois que ça craint. Là, j'ai l'impression qu'on m'a déboulonné intentionnellement ma roue de voiture. Ouais, c'est très désagréable. Et moi, ce qui me chagrine le plus, c'est de me dire qu'il y a des gens qui sont suffisamment mal intentionnés pour me laisser rouler comme ça 4 jours, ouais. Ouais, 4 jours avec ma voiture familiale. Mes enfants montent dans cette voiture, enfin c'est... Oui, c'est grave, oui. Morgane, c'est ça, je la ferai. Tu m'invites à déjeuner, je peux faire la vaisselle. Très bonne ta soupe. Bon, là j'ai fini, je file. Reste pour le café. Le mercredi, Alice déjeune au lycée, mais elle rentre avant 14h, on prend le café ensemble. 14h? Non. Dans une demi-heure, je serai partie. Comme tu veux. Oui, voilà. On est en démocratie, hein. Ici aussi, en Bretagne, c'est très Far West, comme on a pu entendre sur certains médias nationaux. Elle est super cette interview. C'est important qu'on pose des questions ici. T'as vu, grâce à moi, t'es devenue une vedette. Tout le monde veut t'interviewer. Ouais, enfin, grâce à toi, j'ai surtout des emmerdes. Je déteste être filmée. Tu parles, t'adores ça. Mais toi alors, t'as bonne mine, hein. En tout cas, très bien cette interview. Très claire, très calme. Non mais ça va. J'ai pas dit trop de conneries, j'ai l'impression d'en faire des caisses. Tu rigoles? Putain, c'est une tentative de meurtre quand même. C'est des méthodes de mafieux russes. Tu sais, à la campagne, on en voit d'autres, hein. Non mais là, c'est la voiture que j'utilise avec mes enfants quand même, hein, parce que non, pour moi, perso, à la limite, ce qui m'a le plus perturbé, c'est qu'ils s'en prennent à Zouzou et qu'ils aient ouvert mon enclos. Tu sais que j'ai dû aller récupérer mes vaches chez le voisin. Ça, à la campagne, ça craint. Quand les voisins pensent que tu laisses divaguer tes bêtes, ça craint, mais vraiment, hein. Ouais, par contre, se faire déboulonner une roue, il y a des gens que ça a peur de surprendre plus que ça. Je t'ai raconté ou pas? Quand j'ai appelé les gendarmes pour qu'ils viennent faire un constat, primo, j'ai dû insister, et ils sont venus, 4 heures plus tard, ils ont fait le tour mollement, et tu sais ce qu'ils m'ont dit? Que j'avais qu'à installer une caméra de vidéosurveillance. Le gars me dit ça à moi, une caméra chez moi, genre voisin vigilant. Non mais tu vois ce genre?
J'ai dû le regarder avec des yeux de merlan frit parce qu'il m'a montré le marronnier, juste en face de là où je gare la Clio, et il s'est cru obligé de préciser « La caméra, vous avez qu'à l'accrocher dans l'arbre !» Non mais je sais pas comment j'ai fait pour garder mon sérieux. Enfin, heureusement, parce que si je pouvais éviter de me fâcher aussi avec les gendarmes... Je suis désolée. Et ils m'ont refusé la protection policière. Ah bon? Merde. Regarde, j'ai reçu un mail du procureur ce matin. Alors attends, écoute ça. La formulation, hein. Voilà. Le procureur de Saint-Brieuc a attiré officiellement l'attention du commandant de gendarmerie des Côtes-d'Armor sur la vigilance et les réactivités attendues des forces de sécurité compétentes sur le secteur de résidence et d'exercice professionnel de la plaignante. Attentif à vos préoccupations légitimes, je tiens à vous indiquer que les évaluations des services de lutte antiterroriste du ministère de l'Intérieur ont conclu à une absence de menaces susceptibles de justifier la mise en place d'une protection rapprochée. Cependant, en cas de suspicion sérieuse de comportement malveillant ou de survenance d'un incident vous visant, l'efficacité de leur intervention nécessite que vous ne manifestiez de votre côté aucun scrupule ou retard à les alerter directement. Voilà. Et j'ai pas leur numéro. Donc moi je demandais juste un numéro d'urgence en cas de pépin. Ils donnent pas de numéro pour les appeler, donc j'espère que si un mec se pointe ici avec un fusil, ils débarqueront en moins de 4 heures. Je suis désolée, on n'aurait pas dû faire cette interview. Je m'attendais pas à des félicitations, mais je pensais pas qu'ils iraient jusque-là. Ah bon, forcément. Tu veux pas te rendre compte, toi, tu fais tes enquêtes, elles sont super, hein, mais nous on vit ici. Bah si, Morgane, je me rends compte, moi aussi je vis ici. J'ai rendu mon appart à Paris, on va rester ici, on y est très bien. On n'a jamais été aussi bien quelque part. Le centre-Bretagne, quand on y a goûté. Enfin, bah, toi, tu peux repartir quand tu veux. Moi, je vais pas bouger. J'adore mon métier, j'adore mon pays. J'en ai pas d'autre, et tant mieux. Mais de là à mettre ma vie en danger pour 1100 € net par mois... 1100 €? À temps partiel, mais bon, de fait, entre les soirées où je dois finir mes montages, les week-ends à faire des reportages en face-nose. Mais je me plains pas, hein. Puis l'argent, c'est pas la question. On fait pas ce métier pour l'argent. Quand même, faut manger. Moi, quand je bosse bien, entre les différents contrats et avec les droits d'auteur, j'arrive à me faire 2000 bruts par mois. 2000? Et nous, dans le secteur, on est tous plus ou moins au SMIC. Paysans, salariés de l'agro, journalistes, alors 2000 €, mazette, tu vas passer pour une grande bourgeoise. Brut. Et ça, c'est les bons mois, droits d'auteur inclus. Ah, mais tu les voles pas, hein. C'est nous qui sommes pas payés correctement. Je dis nous, mais je parle pas de moi, hein. Je parle de tous les ouvriers agricoles, tous les salariés qui bouffent du pesticide à longueur d'année, ceux qui triment dans les frigos des abattoirs par -5. Et moi, à côté, c'est Byzance, hein. Enfin, quand on regarde la chaîne de valeur de l'élevage breton, par exemple, hein, c'est un scandale. Presque aucune valeur ne reste sur le territoire, sauf pour quelques fortunes privées. Les produits sont exportés partout dans la France, et d'ailleurs surtout à l'étranger. Donc en Bretagne, tout part, sauf les pollutions. C'est tout ce qui reste. Les montagnes d'algues vertes, c'est nos terrils à nous. Ici, on est comme à la mine. Puis on a tous peur de finir comme eux, sur le carreau. C'est le même modèle. Des industriels qui s'enrichissent en faisant travailler les pauvres, pour pas cher, en exploitant les ressources locales. Alors, c'est le modèle minier. Moralité, quand on a la chance d'avoir un boulot, même payé au lance-pierre, on se tait pour pas risquer de le perdre. Tout ça pour te dire que toi et moi, même si on fait théoriquement le même métier, on n'a pas la même vie. T'es pas d'ici. T'as pas la pression qu'on a, nous, petits journalistes locaux, qui vivons ici, qui avons nos familles ici. Mais Morgane, je vis en Bretagne depuis 2 ans. Oui, je vivais désormais ici. Et c'était bien le problème. Désormais, j'étais peut-être trop près de mon sujet, trop près de l'industrie agroalimentaire. Pour dîner avec le diable, il faut une longue cuillère. Je commençais à connaître du monde ici, à avoir des amis ici. Enquêter devenait chaque jour plus passionnant et plus délicat, et je subissais moi aussi une pression croissante. Les rédacs chefs commençaient à me faire comprendre à mi-mot que ce serait bien que je lève un peu le pied sur mes enquêtes sur Copagraine, que c'était des sujets pas très sexy, ou au moins qu'il serait bon que je donne un peu plus la parole aux industriels, que je fasse plus entendre le point de vue de la Fédé et les arguments du productivisme, que mes enquêtes n'étaient peut-être pas assez équilibrées. Moi aussi, Morgane, j'ai la pression. La Erin Brokovich du Crèze-Bresse, Inès Brokovich, on m'avait affublé de différents surnoms plus ou moins bienveillants. On me disait que j'étais très courageuse de m'attaquer au lobby en m'installant sur place, mais on venait de me refuser un reportage sur les cancers professionnels dont, je cite, « personne n'a rien à foutre ». Alors certes, on n'avait pas déboulonné ma roue de voiture et j'étais très inquiète et désolée pour Morgane, mais aurait-elle pu entendre que de mon côté, cela faisait des semaines que j'usais mes nerfs dans la préparation de ma défense contre les plaintes qui me visaient. J'appelais ces procédures juridiques de Copagraine contre moi mon épée de Damoclès. Elle prenait toute mon énergie, m'empêchant d'avancer sur mes enquêtes. C'était la limite du travail indépendant. Pas d'enquête, pas de salaire. Pas de salaire, pas de carte de presse parce que tu peux plus prouver que tu es journaliste. C'est pour ça qu'il dépose plainte. Ça porte même un nom. Une procédure bâillon. Le principe est diaboliquement simple. Obliger le journaliste à passer toute son énergie sur sa défense,
Pendant ce temps, l'enquêteur n'enquête pas et souvent, comme par hasard, les plaignants retirent leur plainte au dernier moment, juste avant le procès. Et le temps et l'argent passés à préparer sa défense, des journées entières de stress, personne ne les indemnise. Mais il y avait bien pire que la pression professionnelle et financière, la pression psychologique. Pour préparer ma défense, il me fallait désanonymiser certains témoins, c'est-à-dire leur demander des lettres écrites de témoignages judiciaires pour prouver que j'avais dit la vérité, que je n'avais pas diffamé, comme ils disent. Donner le nom des gens dont j'avais promis de protéger l'identité pour les préserver des représailles de leur employeur. Des gens que j'étais obligée de solliciter et de mettre en danger à leur tour. Est-ce que je pouvais dire à Morgane que j'étais moi aussi morte d'angoisse? Ne voyait-elle pas mes traits tirés? Devais-je lui dire que ça faisait des semaines que je dormais avec un protège-dents de boxeur tellement je grinçais des dents la nuit? Forcément, tu peux pas te rendre compte. Et Morgane, elle, se rendait-elle compte qu'elle parlait à une morte? J'exagère? Pas tant. Sur ma page Wikipédia, quelqu'un avait modifié ma biographie pour annoncer mon décès. Ils avaient choisi comme date celle de mon audience pour diffamation. J'étais sur le point de déballer tout ça à Morgane, ce qui n'était pas une bonne idée. Heureusement, Alice encore une fois me sauva. Mais Morgane vit en Bretagne depuis 2 ans. Salut Alice. Mais tu rentres hyper tôt? Mais j'ai pas mangé là-bas finalement. Ah bon? Ah désolé, on savait pas, on t'a pas attendu. Bah, il reste de la soupe et des œufs au plat. Je te fais réchauffer? Non, laisse Morgane, je vais le faire. Tu vas pas me préparer le repas chez moi. Je suis crevée. J'ai pas déjeuné parce que je me suis embrouillée avec Sylvie à cause de toi. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est qui, Sylvie? La sangria dégueulasse. Ah oui, et pourquoi? Non, c'est qui Sylvie? Une collègue, prof d'espagnol. J'arrivais au resto, tranquille, et elle m'est tombée dessus en gueulant qu'il fallait que t'arrêtes de harceler son mec. Moi j'ai fait la conne, genre je sais pas de quoi tu me parles, vois ça avec Inès. Elle était hyper énervée, je te préviens. Elle va t'appeler. Moi elle m'a pourri pendant 10 minutes, alors merci. Je pouvais pas savoir. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Entre Serge qui m'engueule, l'autre qui t'engueule, toi qui m'engueule, Morgane qui me fait des reproches. Mais je t'engueule pas. Non, je te fais des reproches. Franchement, on m'avait dit la Bretagne, tout le monde est super cool. En fait, on est tous plus à cran que des Parisiens à 19h sur la ligne 13. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la ligne 13? Forcément on est à cran avec tes putains d'enquêtes. Puis je t'ai pas fait de reproches, Inès, hein. Et puis pourquoi tu dis qu'il t'engueule, Serge? Ouais, laisse tomber. C'est à cause de cette Sylvie, justement. Enfin, à cause de son mec. Sylvie Durieux? Non. Ouais, la prof d'espagnol, il y en a qu'une au lycée, non? Oui mais c'est Guibora son nom, Sylvie Guibora. Bah oui, c'est ce que je dis. Sylvie, c'est l'aînée des filles Durieux, qui a épousé le fils Guibora. Eric, le veto de chez Copagren. Tu connais? Bah, comme ça, vite fait, mais je vois bien qui c'est, ouais, évidemment. J'ai de la famille du côté de là-bas. Ils viennent du Trégor, tous les deux. Ils se sont mariés au Vieux-Marché, je crois. Et t'as essayé de contacter Eric, c'est ça? Non, pas essayer, sa femme parle de harcèlement. Attends, j'ai laissé 3 messages, ça va. Et j'ai arrêté, Serge aussi m'a demandé d'arrêter de l'appeler. Mais ce mec est hyper important, c'est ce veto qui est venu sur la ferme de Laurent Roussel pour essayer de l'enfumer sur les résultats d'analyse. Ah bon? Attends, c'est lui qui est venu sur la ferme de Laurent? Mais je savais pas, j'avais pas fait le lien, c'est dingue, c'est génial. C'est Eric Guibora qui est venu sur la ferme de Lolo. Oh, tu m'étonnes que Serge t'a dit d'arrêter de l'appeler. Attends. Là, c'est moi qui perds le lien. Ouais, bah, moi j'ai renoncé à comprendre, je veux juste manger ma soupe et arrêter de me faire engueuler. C'est quoi le lien entre Serge et ce veto? Ils se connaissent? Mais Inès, une bonne fois pour toutes, en Centre-Bretagne, tout le monde se connaît. Pour commencer, merci à Laurent de nous recevoir et merci à tous d'être venus si rapidement. Oui, ça avait l'air d'être important. Tu faisais des mystères au téléphone. Donc, pourquoi on se voit? Pourquoi chez moi? Demain, Maître Laforge va plaider dans l'affaire d'Edith Le Goffy. Je suis en train de peaufiner ma plaidoirie, j'en suis à 25 pages. On est tous d'accord pour en faire un moment médiatique important. De mon côté, je prépare une série d'articles. Serge va mobiliser les associations. Ça se présente bien. On a même l'agriculteur qui a gagné contre Monsanto qui devrait venir manifester avec nous devant le tribunal. Paul François, il sera là? C'est génial. La bonne nouvelle, oui. Et donc, nous, pourquoi on se voit ce matin? Pardon, mais comme j'ai pas beaucoup de temps. Moi non plus, pour les vaches, c'est pas la bonne heure. Hein. J'ai pensé que ce serait bien d'associer Laurent au procès. M'associer? C'est-à-dire? Déjà, que tu sois présent à l'audience demain. Je vois pas d'inconvénient, mais pas un mot à la presse, s'il vous plaît. Ok. Bah, faut que je m'organise pour les bêtes, mais si c'est important, je peux me débrouiller pour venir. C'est important. Et... Laurent, est-ce que tu pourrais aller chercher ton gros classeur, tu sais, avec tous ces documents sur ton troupeau? J'en aurais besoin pour finaliser mes articles. Je vais reparler de ton cas à l'occasion du procès Le Goffic. Je peux te le prêter, tu le prendras en partant. Ce serait possible de le lire tout de suite? J'aurais besoin de... Maintenant? Ok, il est dans mon bureau, je vais te le chercher. Merci.
Parce que je voudrais montrer les docs à Serge et à Maître Laforge. Merci Laurent. Pardon Inès, mais c'est pas du tout le moment que je me plonge dans le dossier de Monsieur Roussel. Il faut que je me concentre sur la plaidoirie de demain. Oui, il faut pas tout mélanger. Je vous ai pas fait venir pour ça. J'ai besoin de vous parler sérieusement et je veux le faire maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu fais une de ces têtes, il y a un problème? Oui, il y a un problème, Serge. Et le problème, c'est toi. Pardon? J'ai fait sortir Laurent, mais c'est un prétexte. Ça fait des semaines que je sentais que la clé dans l'affaire de Laurent, c'est ce Éric Guibora, le veto de Copagrène. Et je comprenais pas, Serge, pourquoi t'étais si réticent et même plus que ça qu'on s'intéresse à lui alors que c'est un témoin clé. Or, maître, je viens d'apprendre que Serge, ici présent, aurait des liens personnels avec ce vétérinaire. Et que c'est pour ça qu'il le protège. Pas personnel. Je le protège pas, Inès, t'as pas compris. Et ce lien dissimulé à Laurent nuit à sa défense. En protégeant ce veto, on se prive d'une carte maîtresse. Donc Serge, devant son avocate, je te demande d'en informer Laurent. Aujourd'hui, maintenant. Sinon, c'est moi qui vais le faire. Je suis au courant. Les liens avec ce vétérinaire, Serge m'en a parlé depuis le début. C'est une blague. Quel genre d'avocate vous êtes si vous acceptez de protéger un témoin clé au risque de nuire à la défense de votre client? Et toi, Serge, pourquoi tu m'as rien dit? Ah, c'est compliqué, Inès. Ah non, pitié, pitié, pas ça. Si c'est compliqué, faut m'expliquer. Comprendre et raconter des histoires compliquées, c'est mon métier. Là, je vois de la dissimulation, mais je vois rien de compliqué. Et pourtant, c'est plus compliqué que ça, Inès. Mais je vais essayer de vous expliquer en quelques phrases. Oui, il y a des liens personnels, mais pas ceux que vous croyez. Serge est syndicaliste à la Poste. Il a besoin du soutien d'autres syndicats du monde agricole pour défendre Laurent. Sans eux, on n'a aucune chance. Ils ont tous refusé. Tous sauf un. Un seul syndicaliste agricole très respecté dans le milieu a accepté de nous aider. René Glouvec. René avec nous, c'est inespéré pour Laurent. Or, et malheureusement, si j'ose dire, ce René Glouvec a une sœur dont le fils unique n'est autre que... Éric Guibora. Putain de pays. Ils sont tous cousins. René, c'est l'oncle d'Éric. J'essaie encore de le convaincre, mais René Glouvec m'a clairement dit qu'il nous lâcherait si on parlait de son neveu. Donc oui, ça fragilise la défense de Laurent, mais on n'a pas le choix. Il faut prendre ce risque. Si on incrimine le veto, on perd son oncle. Et si on perd le soutien de son oncle, on perd le procès. Il va falloir choisir. Désolé, Inès. J'aurais dû t'en parler. J'étais pas très à l'aise. Mais ici, c'est toujours plus compliqué qu'on croit. Aujourd'hui, Inès, la priorité, c'est de me concentrer sur la défense d'Edith Le Goffig. Mais je vous promets, Inès, que si je n'arrive pas à convaincre René Glouvec d'exposer son neveu pour nous, j'irai parler à Laurent et on décidera ensemble, évidemment, de la meilleure stratégie. Faut lâcher ce veto. La cloison n'est pas d'origine. Les murs sont pas épais. C'est tout vu, je suis d'accord pour lâcher le vétérinaire, maître. Sans syndicat agricole derrière moi, j'ai aucune chance. Et ce Glouvec, il lâchera pas son neveu. Ici, la famille, c'est la famille. Je crois aussi que c'est malheureusement votre seule chance de gagner, Laurent. Gagner ou perdre maintenant, c'est pas ce qui m'intéresse. Si je dois crever, je dois crever. Nous, tous les jours à l'étable, on est sur le fil. On vit au bord de la falaise. Et eux, ils sont tellement forts. Ils ont qu'à nous pousser un peu pour qu'on tombe. Mais si je dois être poussé dans le vide, ce sera pas sans gueuler un coup. Sauf que des gens comme nous, personne les écoute. On nous entend même pas crever. Alors demain matin, maître, je serai là. Je mettrai ma plus belle chemise. Et je serai assis, le plus près que je peux, dans la salle d'audience, pour vous écouter. C'est beau l'instruction. C'est beau, comme vous parlez. Vous parlerez pour Edith. Vous parlerez pour son mari, qui est mort. Mort de maladie. Mort de honte. Mort de la honte d'être malade. Vous parlerez pour lui. Mais vous parlerez aussi un peu pour moi. Pour nous tous. Et j'espère que vous allez leur en foutre plein la gueule. Donc je suis agriculteur, j'ai été intoxiqué avec un produit en 2004 et il nous est apparu évident de créer une association, une structure pour gérer les professionnels qui étaient victimes des pesticides dans le cadre de leur travail professionnel. Et c'est important pour vous d'être à Saint-Brieuc aujourd'hui dans ce dossier? Très important parce que les pesticides sont restés un sujet très tabou dans notre métier pendant des années et qu'aujourd'hui il faut casser cette omerta et quand des salariés comme eux ont le courage
de dénoncer ce qui leur est arrivé et de dénoncer le comportement d'industriels peu scrupuleux, il était important de faire 5 heures de route pour venir les soutenir, parce qu'il faut avoir beaucoup de courage, et ils en ont, et ils ont besoin de soutien. C'est important. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, plaise à la Cour que je présente les faits et la procédure en tant que conseil de Madame Édith Le Goffik, née le 25 janvier 1972 à Morlaix, de nationalité française, employée, demeurant à Plounerin, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de son époux, Monsieur Gwenaël Le Goffik, né le 3 octobre 1972 et décédé le 21 mars 2014. Les faits. Gwenaël Le Goffik a été embauché en novembre 1994 dans la coopérative Copagraine de Ploumel en tant que chauffeur-livreur d'aliments ordinaires et médicamenteux pour bétail. Le 21 mars 2014, en début de soirée, Gwenaël Le Goffik est retrouvé décédé sur son lieu de travail et aux heures de travail par ses collègues. Il s'est donné la mort par pendaison à la trémie de son camion en laissant un mot pour ses proches. Le 2 janvier, 2 mois avant le drame, alors qu'il chargeait des big bags d'aliments complets médicamenteux, il a reçu des poussières de cet aliment dans les yeux. Un certificat médical établi le lendemain mentionnait que M. Le Goffik souffrait, je cite, d'une conjonctivite allergique réactionnelle aux produits manipulés en temps et au lieu de travail. À la suite de cet accident de travail reconnu comme tel officiellement par la MSA 1 mois après sa mort, M. Le Goffik s'était confié à sa femme. Il lui avait alors révélé qu'il était soumis à beaucoup de pression au poste qu'il occupait et qu'il était désormais inquiet des produits qu'il chargeait dans son camion. C'est dans ce contexte qu'il s'est donné la mort sur son lieu de travail le 21 mars 2014. Son suicide a été reconnu comme accident du travail par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc et une rente a été attribuée à Madame Édith Le Goffik, sa veuve. Mais au terme du jugement rendu, le tribunal, dans sa motivation, a retenu que la société Copagraine n'avait pas conscience de la fragilité psychologique de M. Le Goffik et n'aurait pas pu prévoir le geste de ce dernier. Il sera pourtant démontré que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur sont réunis en l'espèce. Or, Monsieur le Président, Gwenaël Le Goffik était soumis à un rythme de travail effréné au point que le médecin du travail, qui connaissait bien l'entreprise pour y avoir déjà signalé les risques psychosociaux, avait adressé un courrier au responsable des ressources humaines du site de Ploumel indiquant, je cite, « Une reprise de travail au poste de chauffeur poids lourd de Monsieur Le Goffik pourrait être envisagée, mais sous forme de mi-temps thérapeutique sur environ 2 mois. » Force est de constater que ces recommandations sont restées lettres mortes, puisque dès son retour d'arrêt maladie, M. Le Goffik a dû effectuer plus de 27 heures supplémentaires en 3 jours. Autre témoignage de collègues, Monsieur le Président, tout aussi édifiant. J'ai exercé la profession de cariste chez Copagraine à Ploumel de 2007 à 2012 et avait Gwenaël Le Goffik pour collègue de travail. J'ai quitté l'entreprise après les intoxications à répétition occasionnées par des pesticides utilisés à doses massives et dont certains étaient interdits. J'ai été particulièrement choquée aussi lorsque M. Guillou, un autre salarié qui venait d'être gravement intoxiqué avec des pesticides en surdosage, fut reclassé par l'entreprise dans le service des chargements des aliments médicamenteux où je travaillais et où nous étions particulièrement exposés aux poussières et aux produits toxiques. Au cours de mes activités dans l'entreprise, j'ai pu constater à plusieurs reprises que certains produits étaient particulièrement agressifs. Une fois, j'ai percé par inadvertance un big bag. Une partie de son contenu s'est déversée sur la dalle en béton qui était humide. Moins d'1 heure après, lorsque j'ai ramassé le produit, je me suis aperçu que la dalle en béton en question avait été entièrement décapée à l'endroit où le produit était tombé. Les chargements des camions en aliments médicamenteux dans le hangar prévu à cet effet dégageaient tellement de poussière que de l'extérieur l'on pouvait savoir qu'un camion était en train de charger tant il y avait de poussière qui sortait du bâtiment. Il est malheureux qu'il ait fallu qu'un collègue se suicide sur son lieu de travail pour que le bâtiment soit fermé.
La société Copagraine était donc parfaitement informée du risque qu'elle faisait encourir à Monsieur Le Goffik en l'exposant sans protection à des produits pouvant provoquer des allergies. L'inspection du travail relève ainsi dans son courrier du 25 mars « Vous avez reconnu qu'aucune évaluation des risques psychosociaux n'a été établie à ce jour, ni retranscrite dans votre document unique d'évaluation des risques. Cette situation n'est pas normale. Non seulement anormale, la situation était surtout illégale. Il est vain de la part de la société Copagraine de se prévaloir de la mise en place de l'évaluation des risques sanitaires et des mesures propres à en préserver les salariés, pour la bonne raison qu'aucune n'a été déployée ni même envisagée. La société Copagraine n'a tout simplement pas pris les mesures propres à protéger son salarié. Par ces motifs, plaise à la Cour de déclarer recevable l'action des ayants droit de M. Gwenaël Le Goffik, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, et ainsi, statuant à nouveau, de dire et juger que l'accident dont a été victime et est décédé M. Gwenaël Le Goffik est bien la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Copagraine. Obligé de boire toute la bouteille à deux, mais je tenais à vous montrer qu'on est bon perdant. À votre victoire. Pas la mienne, celle d'Edith Le Goffik. Et c'est gentil, mais je suis pas certaine que ce soit une bonne idée de trinquer ensemble. Je suis pas le diable non plus. Rien qu'un modeste représentant de syndicat agricole. Syndicat ultra-majoritaire dans la profession qui tient toutes les instances représentatives, les chambres d'agriculture, la MSA... Vous oubliez la SAFER, toutes les instances paritaires, le Conseil économique et social. Mais un grand pouvoir implique une grande responsabilité. C'est amusant que vous citiez Spider-Man. J'avais plutôt la pieuvre en tête, mais la toile d'araignée, ça vous va bien aussi. Vous êtes d'accord pour que j'enregistre notre échange? Non. Mais vous pourrez dire si vous voulez que vous avez dîné avec le patron départemental de la Fédé. Ça me pose d'autant moins de problèmes que ce soir, je vous invite, mais on inverse les rôles. C'est moi qui pose les questions. Ah oui? Et qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai une seule question. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? La recherche de la vérité. Pour porter des faits à la connaissance du public. C'est la base de mon métier. C'est pas de mettre les choses en perspective, votre métier? Vous avez pris vos enquêtes par le petit bout de la lorgnette. Vous voulez quoi? Dénoncer un système, non? Et vous exposez 3 cas individuels sortis de leur contexte que vous montez en épingle. J'ai raconté et relié entre des faits. La maladie de Christophe Guilloux, c'est un fait. Les vaches mortes de Laurent Roussel, c'est un fait. Le suicide de Gwenaël Le Goffik... C'est un fait, j'ai compris. Un fait divers, à la rigueur. Vous établissez votre liste de petits faits, vous les mettez bout à bout et vous érigez ça en système. Et pour ça, vous n'hésitez pas à exposer ces pauvres gens. Vous les exploitez pour vendre une histoire. Alors, vous voulez que je vous révèle un secret? Vous avez raison, depuis le début. Le système agro-business breton existe, et il est puissant et organisé. Mais si vous voulez dénoncer un système, partez plutôt du haut de la pyramide. Parlez du ministre de l'Agriculture, par exemple. Parlez des députés, il y aurait tellement de choses à raconter. Vous connaissez par exemple le groupe de parlementaires qui s'appelle les Amis du Cochon? Creusez un peu l'organigramme de l'Assemblée. Vous trouverez des pelletés de chargés de mission dans des organismes bretons. Là, oui, il y aurait des choses à dire. Parce que tout ce que vous soupçonnez est vrai. Bien au-delà de ce que vous imaginez. Est-ce que notre syndicat est tout puissant? Oui. Enfin, presque. Est-ce que c'est nous qui choisissons le ministre de l'Agriculture? Oui. Et pas seulement. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi c'était un Breton qui était ministre des Affaires étrangères? Pourquoi? Parce que c'est notre meilleur VRP. Bon, évidemment, il ne va pas vendre du porc breton au pays du Golfe, mais son job, c'est de sillonner le monde entier en Airbus pour vanter en même temps le savoir-faire français en matière de poulet de batterie, de légumes primeurs et d'armes. Alors oui, les Bretons sont partout et ils fonctionnent comme une famille. Et vous pouvez appeler ça un système, un réseau, un lobby, une mafia si ça vous chante.
D'ailleurs, quand il est allé au Vatican, c'est exactement comme ça que le président de la République a présenté son ministre des Affaires étrangères au pape. Il lui a dit texto, il y a des Bretons partout, les Bretons, c'est la mafia française. Tout ça est vrai. Et même pire que ce que vous pensez. Mais vous proposez quoi à la place? Que la Bretagne soit une nouvelle Lorraine? Qu'on la laisse replonger dans la misère? Et il faut bien nourrir le pays. Parce que, comme dirait Churchill, le système productiviste agricole est le pire système, à l'exception de tous les autres. Alors bien sûr, il y a des abus, bien sûr, il y a des accidents. Bien sûr, les conditions de certains salariés du secteur sont épouvantables, j'ai pas peur de le dire, mais vous proposez quoi comme alternative? Le modèle chinois? Celui des pays de l'Est? On vient nous reprocher un modèle productiviste qu'on a imposé à la Bretagne après la guerre pour nourrir le pays. Et ce qui est vrai du passé l'est encore plus de l'avenir. Parce que c'est pas les crises qui vont manquer. Et vous pensez que c'est avec 3 fermettes en permaculture qu'on va s'en sortir? Si on doit se retrouver face à une épidémie mondiale, à des crises climatiques ou à une guerre? Parce que, oui, Madame Leroux, nous sommes en guerre. L'agroalimentaire, c'est une guerre mondiale. Et la Bretagne, contrairement à ce que sa géographie peut laisser penser, est en première ligne. Eh bien, c'est peut-être ça que je veux faire. Juste ça. Du journalisme de guerre. Kipling disait que la première victime d'une guerre, c'est toujours la vérité. Et puisque nous sommes en guerre, il faut admettre collectivement que cette guerre fait des victimes, que ces victimes méritent d'être reconnues comme telles et qu'elles méritent d'être écoutées, comprises et, le cas échéant, indemnisées. Donc vous avez raison. Ce serait dommage de laisser tiédir ce champagne. Buvons. Buvons à la mémoire des victimes de guerre et à la santé des paysans bretons. 4e épisode, Selon que vous serez puissant ou misérable. avec Claire Sermon, Jade Labeste, Jean-Claude Leguet, Claire Dumas, Éric Herson-Macarel, Régis Rommel et Florence Pernel. Bruitage, Bertrand Amiel. Enregistrement, montage, mixage, Antoine Viossa, Élise Le. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossire. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. 4e et dernier épisode de notre fiction Mauvaise Graine. Notre invité aujourd'hui, Pierre Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur de bovins et producteur de céréales bio dans l'Allier. Et vous êtes président du MODEF, un syndicat agricole, mouvement de défense des exploitants familiaux. Je rappelle 1 ou 2 chiffres. Depuis plus de 50 ans, nos campagnes sont dopées, shootées à ces produits chimiques dont on a parlé. En Europe, la France est la championne en la matière. En 2014, notre pays a consommé au moins 60 000 tonnes de pesticides, soit 9% de plus que l'année précédente. Une progression constante malgré les alertes, les études qui de plus en plus font la corrélation entre l'utilisation de ces produits et l'augmentation de maladies chez les professionnels du secteur primaire. Alors pourquoi n'a-t-on pas pu le dire avant et changer notre agriculture avant? Non pas qu'il ne soit trop tard, mais avant que les dégâts soient trop importants. Pourquoi on n'a pas changé? Parce que l'industrie agroalimentaire, l'industrie agricole est très très présente dans cette production-là, et que donc il y a un certain nombre de lobbies derrière qui sont extrêmement puissants et qui font que on a beaucoup de peine à faire évoluer l'agriculture vers quelque chose qui est un peu différent, beaucoup plus agronomique et qui utiliserait moins de pesticides. Il y a trop d'argent en jeu. Vous avez le sentiment que c'est un peu le combat du pot de terre, sans jeu de mots, contre le pot de fer? Alors, ça pourrait l'être. Je pense que les choses évoluent malgré tout, parce que le changement du climat est là, parce que il y a un certain nombre d'affaires qui sont ressorties sur la maladie des paysans, sur le mal-être des paysans, qui fait que aujourd'hui il y a une prise de conscience trop faible, trop lente vraisemblablement, mais il y a une prise de conscience des paysans qui font que je pense que on avance quand même pas trop mal pour pouvoir faire évoluer les choses dans le bon sens. Alors il y a un souci qui traverse l'esprit des Français, c'est qu'on manque un jour d'agriculteurs. Je rappelle que quand même c'est la profession nourricière. Mais on prend un éleveur de bovins, par exemple, c'est beaucoup de travail, c'est pas de vacances, c'est une dévotion totale pour gagner pas grand-chose. Est-ce que le sentiment héréditaire de reprise des exploitations de père en fils, de père en fille, de mère en fille, enfin tout ce que vous voulez, est un rempart? Est-ce que ça existe encore? Est-ce que c'est un rempart au danger d'une désertification? Alors, le danger de la désertification, il est là. On est aujourd'hui plus qu'à 470 000 agriculteurs,
dont plus de la moitié ont plus de 55 ans. Donc on a un réel danger de disparition d'une certaine forme d'agriculture. C'est quelque chose d'important. Au-delà de ça, les fils et filles d'agriculteurs ont encore envie de ce métier-là. Je pense qu'il y a encore cette volonté-là, mais ils ne suffiront pas aujourd'hui à faire le travail. Il va falloir en trouver d'autres. Et comment on fait? Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'êtes pas ministre de l'Agriculture, vous pouvez donner des idées en tant que syndicaliste. Il faut bien évidemment qu'on peut donner des idées. Ce qu'il faut, c'est donner envie. Pour donner envie, il faut que les conditions de vie du monde agricole soient attrayantes. Or, et vous l'avez dit, le problème du revenu, le problème qu'on a peu de liberté, beaucoup de travail, donc c'est quelque chose qui freine énormément. Donc, on a un certain nombre, parce qu'on a des envies de retour à la terre, on a plein de gens qui ont envie de travailler là, parce que c'est en fait un très beau métier. C'est un métier où quand on aspire à être agriculteur, c'est qu'on veut être libre. On veut pouvoir gérer son temps, on veut pouvoir gérer sa vie, voilà. C'est aussi une aspiration forte. On est dehors, on est en plein air, on a beaucoup de travail certes, mais on est libre. C'est du moins ce que l'on pense. Et c'est pas tout à fait vrai au vu quand on commence à s'installer, on le pense, et puis après les choses évoluent, on s'aperçoit qu'on n'est pas libre du tout, qu'au contraire on est complètement lié et qu'on n'a pas d'autre moyen. Mais il faut donner envie. Ça veut dire que le revenu des agriculteurs est quelque chose d'important et leurs conditions de vie est quelque chose d'important. Or, ça va à l'inverse d'un système agricole qui veut qu'on ait les prix agricoles les plus faibles possibles pour pouvoir donner une alimentation accessible à tous, mais aussi pouvoir faire des marges importantes entre les deux. Et accessible à tous, alors ce qui me semble, on pourrait développer là-dessus, mais aujourd'hui on est passé à près de 10% simplement du revenu pour l'alimentation, ce qui ne correspond pas à la réalité des choses. Voilà, donc on voit bien à quel point vous êtes pieds et poings liés d'un système, et beaucoup d'agriculteurs subissent des pressions, des intimidations. Alors on l'a vu à travers cette série, vous-même à travers votre syndicat, vous avez subi des pressions. Comment ça se passe? Alors, dès lors que vous voulez aller sur les chemins non autorisés. Quand on est une organisation syndicale aujourd'hui, on subit pas de pression, on subit peu ou pas de pression. On a des altercations, bien évidemment, mais c'est pas des pressions aujourd'hui. Oui, sinon on en a subi. Enfin, les agriculteurs en ont subi. Moi, j'en ai subi également. On a subi des pressions. On a aussi tout un état d'esprit du monde agricole qui veut que quand on commence d'être bio, enfin moi j'étais bio il y a 20 ans, quand on commence d'être bio, quand on commence de vouloir penser un peu autrement, donc on est un mauvais agriculteur. Ça, donc voilà, c'est une image qui ressort. Voilà. Moi, j'ai laissé des haies hautes. Il faut se battre pour conserver les haies hautes, parce que c'est pas si simple que ça. Mais il y a un décalage entre l'image de l'agriculteur bio, qui est évidemment positive pour les consommateurs qui veulent manger plus sainement, et puis ce système. Vous pourriez vous appuyer justement sur l'opinion publique qui est favorable. Alors oui, ça sera un autre groupe de pression. Ça peut être un autre groupe de pression. Le problème de l'opinion publique aujourd'hui, c'est que là aussi on a un certain nombre de travers. On a aussi des lobbies, je vais dire environnementaux, qui sont très puissants, très forts, et parfois eux aussi en dehors de la réalité. C'est-à-dire qu'on a à la fois les lobbies industriels et à la fois quelques lobbies environnementaux qui font que, on a des peines à se situer. Et il faudrait pouvoir être entre les deux. On a ce qu'on appelle des intégristes, nous verts. C'est très compliqué, très difficile aussi d'aller lutter. C'est-à-dire que je me souviens dans mon département où on voulait développer la production porcine et certaines associations environnementales ne voulaient pas parce qu'on allait polluer, alors qu'on disait mais on a besoin de cochons, il faut bien qu'on mange du cochon, donc il faut bien en produire. Par contre, c'est le système qu'on va mettre en place pour pouvoir le produire qui est intéressant, voir comment on peut le faire. Mais on peut pas arrêter cette production-là. Faut toujours chercher la troisième voie, ce que je disais tout à l'heure, entre la radicalité écologiste, parfois, et ce système de production intensive. Alors, mais il y a une troisième voie. Au niveau environnemental, on est parti d'un système où on a spécialisé les agriculteurs, c'est-à-dire qu'on fait de la céréale, on fait du porc, on fait de la viande bovine, on fait du lait. Agronomiquement, c'est pas quelque chose qui est performant. La performance, c'est qu'on ait une multiplicité à l'intérieur sur les mêmes terres. Donc voilà, donc il y a plein de systèmes, voilà. Mais quand on a formé les agriculteurs, on a formé des producteurs laitiers, on a formé des producteurs de viande, on a formé des céréaliers. On n'a pas formé des agronomes. Ouais. Donc on n'a pas. Voilà. Donc on voit où on veut en venir. Voilà. Donc on a spécialisé. Et donc
tout l'objectif politique était de spécialiser l'agriculture pour augmenter la productivité par individu et faire en sorte que les prix des produits agricoles soient le plus faibles possible. Donc ça, c'était toute la logique qui était mise en place. Sauf qu'au fil du temps, alors c'est une logique qui a fonctionné pendant un temps, qui a très bien fonctionné. Mais au fil du temps, on s'aperçoit d'un certain nombre d'inconvénients majeurs. C'est la désertification, parce qu'on supprime les hommes. Plus on augmente la productivité par individu, ça veut dire qu'on enlève des hommes. Donc il y a un problème de désertification, il y a un problème social. On fait pression sur les prix, donc d'une manière importante, donc il y a un revenu qui est faible. On dégrade les sols d'une manière importante, c'est-à-dire qu'on a une baisse de la productivité globale en France parce qu'on a perdu un taux d'humus important, donc ce qui fait qu'il y a des sols qui produisent moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans, et donc on est obligé de mettre plus de chimie, on est obligé de, enfin voilà, c'est une course sans fin. C'est une course sans fin pour arriver à tout ça. Donc il faut repenser complètement l'agriculture, il faut la revoir différemment, et ça se fera pas en 2 ans. C'est illusoire de penser que ça va être sur un temps court. Bien sûr. Alors il y a plus grave, ce qu'on révèle dans la série. On parle même de systèmes mafieux dans les interactions entre les coopératives, les syndicats, les municipalités. Système mafieux, le mot est fort. Est-ce qu'il est juste en l'occurrence? Alors je ne sais pas si c'est un système mafieux. Moi j'irai pas là, mais il y a effectivement des intérêts convergents entre plein de gens. Déjà. Pour les agriculteurs, beaucoup ont été formés sur ce système productiviste. Les techniciens, l'environnement, l'encadrement agricole est formé d'un système productiviste. Donc intellectuellement, c'est compliqué de passer à autre chose. Ça, c'est déjà un fait. Et puis après, derrière, il y a tout ce qui est amont et aval de l'agriculture, qui a un point important. Aujourd'hui, quand on dit qu'il faut travailler différemment avec la crise qui est en Ukraine, par exemple, et où on a moins d'azote, donc il faut penser différemment, on a une résistance phénoménale, pas forcément par le monde agricole, mais par tout l'environnement agricole. Tout l'environnement agricole est là, mais non, vous pouvez pas faire ça, mais non, mais il va falloir continuer de mettre de l'azote et on peut pas... Des choses qui sont, on peut produire des céréales en faisant des mélanges. Mais il y a des dogmes. Voilà. Mais il y a des dogmes auxquels on peut pas. Voilà. Est-ce que celui qui tire les ficelles de tout ça, de ces dogmes, c'est la FNSEA, qui est l'un des syndicats les plus puissants de France. C'est un des syndicats les plus puissants de France, c'est un des syndicats les plus puissants au monde, en Europe bien évidemment. Christiane Lambert est présidente européenne, donc voilà, c'est un des syndicats. La France est un grand pays agricole qui a fait énormément, donc on regarde aussi la France de ce qu'elle fait. Moi je dirais la FNSEA est un des maillons du système, Pas plus que ça. Vous dites que c'est que l'un des maillons. Je pense qu'on se sert beaucoup de la FNSEA, l'industrie agroalimentaire, la coopération, les coopératives, les grosses coopératives, parce que il y a des coopératives qui fonctionnent très bien aussi. Il faut faire attention dans le discours, on peut pas être catégorique d'un côté ou de l'autre parce qu'on a tout dans tout, quoi. On a des coopératives qui fonctionnent admirablement bien, il y en a d'autres qui ont joué le rôle de l'industrie, qui ne sont plus des coopératives, qui sont simplement des boîtes agricoles. Donc tout ce bon monde là, tout ce monde là travaille ensemble dans un intérêt commun qui est celui de faire l'argent. Et je pense que le monde agricole, enfin les agriculteurs sont un peu les oubliés, ou du moins on se sert d'eux. Alors tout cela débouche sur des véritables drames. En 2015, un décompte de la Sécu de l'agriculture révélait que 605 travailleurs de la terre s'étaient donné la mort. Est-ce que vous avez ressenti ce malaise chez les agriculteurs, vous évidemment, à travers et dans toutes les régions françaises? Là on parle de la Bretagne, mais la Bretagne n'a pas le monopole de ça, c'est clair. Alors, donc c'est la MSA, le service social. Oui, MSA. C'est la MSA. Je suis aussi un élu local, et en tant qu'élu local, j'étais confronté au suicide d'agriculteurs. Et c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on veut être agriculteur, on a de l'ambition, on a envie d'être, on a envie de faire, et puis tout s'écroule. Il n'y a pas de revenus, il suffit d'un problème, d'une catastrophe sanitaire, d'un souci climatique, enfin voilà, ou à un moment donné un peu de faiblesse, comme l'agriculteur est seul, un moment de faiblesse, et puis tout s'écroule. Donc ça s'écroule financièrement, ça s'écroule socialement, familialement, bien évidemment, tout va ensemble, et puis c'est la descente aux enfers. Et puis la descente aux enfers, elle va jusqu'au drame. Et alors le monde agricole est encore parce que ça, il y a des choses qui sont pas enregistrées, qui sont pas comptabilisées. Quand vous avez un agriculteur qui a encore un peu de conscience, qui se dit qu'il va pas pouvoir aller au bout, il peut avoir un accident de voiture parce que ses prêts seront remboursés s'il a un accident. Il va peut-être avoir fait une assurance vie et donc c'est un accident, il va pouvoir
laisser encore un petit peu d'argent à sa famille pour qu'il puisse vivre. Donc ceux-là sont pas comptabilisés, c'est des accidents. D'accord. Ça peut aller jusque-là, c'est-à-dire que on a vu, enfin moi j'en connais des agriculteurs qui ont tenté de se suicider en voiture tout simplement, considéré que c'était un accident. On va continuer comme ça. Combien de temps? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Heureusement que vous vous rendez compte de cette image-là, elle est terrible. Oui, l'image elle est terrible. Mais l'image elle est terrible, comme dans les communes, quand on continue de désherber les trottoirs dans les communes où on habille des gens en cosmonautes et on leur dit mais c'est pas dangereux. Alors pourquoi on les habille en cosmonautes? C'est pas dangereux. Bien évidemment que c'est dangereux. Bien évidemment que, alors on va nous expliquer que c'est la quantité qui est dangereuse. Mais on sait que les microdoses multipliées sont aussi extrêmement dangereuses. Microparticules. Donc, les microparticules et puis la multiplicité des produits qui, voilà, un produit seul est pas forcément dangereux, mais multiplié et puis avec d'autres produits, on finit par avoir. Donc il y a effectivement beaucoup de malades au niveau agricole, mais on reconnaît pas. Enfin, c'est les maladies parce qu'on est malade 15 ans, 20 ans après. Hein, donc ça, c'est voilà, on fait pas forcément la relation entre les problèmes de santé des agriculteurs et effectivement les produits de traitement. Quand on prend un insecticide qui est fait pour tuer les insectes, c'est un produit qui est fait pour tuer. Il n'est pas fait simplement pour soigner la plante. Donc c'est un produit qui est fait pour tuer. Et donc évidemment qu'il y a des conséquences. Évidemment, ça peut pas être autrement. Dès qu'on touche l'écosystème, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, c'est évident. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Il y a des conséquences. Alors tout vous semble évident, sauf que il y a aussi une certaine omerta. On l'a bien vu dans l'enquête de cette fiction. On ne parle pas. Ces phénomènes de l'omerta, il existe, il est fort, vous l'avez senti. Oui, mais je reviens à mes propos tout à l'heure. Pourquoi il y a une omerta? C'est-à-dire qu'on a été, on a mis un enseignement agricole qui a formé des producteurs. On a mis des conseillers agricoles qui vont aussi dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on est en train de dire à plein de gens ce que vous avez fait, ce que vous avez appris n'est pas forcément la vérité vraie. Il y en a d'autres à côté. Et donc ça, c'est compliqué à admettre. Bien sûr. C'est très compliqué à admettre que des gens enfin voilà, quand on vous dit vous avez fait ça toute votre vie mais c'est pas bien. Alors c'est là où on a aussi des associations environnementalistes qui vexent aussi les gens. C'est-à-dire qu'on a aussi une position derrière en disant mais non, nous on a fait les choses bien. On a travaillé comme on nous a appris, donc mais là vous êtes en train de nous dire. Et donc, les agriculteurs bretons savent ça, la culpabilisation, ils en souffrent. Hein. Mais ils en souffrent, et puis voilà. Donc il faut arrêter de culpabiliser aussi les agriculteurs, y compris ceux qui vont dans un système qui est révolu aujourd'hui. Il faut arrêter de les culpabiliser. Non, les agriculteurs ne sont pas responsables. Ils sont acteurs, mais surtout victimes d'un système qui veut tout ça. Donc il faut faire très attention. Les agriculteurs ne sont pas responsables des politiques qui ont été menées, parce que quand même, c'est quand même un gros problème politique derrière. L'Europe aussi. C'est l'Europe, bien évidemment. On est toujours au fait qu'il faut nourrir la population au moins cher possible avec les moyens qui sont les plus efficaces momentanément et sur une courte durée. Pierre Thomas, merci infiniment. Au revoir. Merci. C'était le dernier épisode de notre série Mauvaise Graine.